Pendant des décennies, scientifiques, communautés et citoyens attendaient une réponse de l'univers qui est enfin arrivée. Avons-nous vraiment reçu un signal informatif de l'espace ? Et ce signal n'est pas dans la gamme radio comme les autres. Il est optique. Donc, avec l'équipement approprié, tout le monde peut le voir. Grâce à quel programme international avons-nous détecté un message inhabituel provenant d'une étoile lointaine ? Le Search for Extraterrestrial Intelligence, un conglomérat de recherche qui regroupe plusieurs projets scientifiques depuis 1960 axés sur la surveillance de l'univers pour détecter une intelligence extraterrestre, a aidé dans cette tâche. Les méthodes de ce programme sont variées et ne se limitent pas à la surveillance radio. Par exemple, il existe ce qu'on appelle les Search for Extraterrestrial Intelligence Optique, en particulier le programme Laser Search for Extraterrestrial Intelligence qui enregistre les éclairs de lumière, les impulsions laser à l'aide d'un système optique spécial. Et tout récemment, en janvier 2025, une étoile portant le nom de code HD 12051 s'est manifestée de manière tout à fait inhabituelle. Le signal a été détecté par Richard Stanton, ex-scientifique de la National Aeronautics and Space Administration. L'étoile se trouve à 135 années-lumière de la Terre et, selon sa classe spectrale, elle ressemble au Soleil. C'est une naine d'une masse et d'un rayon à peu près équivalent à ceux du Soleil, la seule différence étant qu'elle est un peu plus froide que notre étoile. Ainsi, l'astre situé dans la constellation de la Baleine n'avait rien de remarquable. Début 2025, il a commencé à émettre d'étranges signaux. Lorsqu'ils ont été détectés, les appareils ont enregistré 2 impulsions optiques séparées par 0,4 secondes, la durée des signaux étant d'environ 0,2 secondes. Pendant ce court laps de temps, la luminosité de l'étoile brillante a diminué d'un tiers, un indicateur significatif qui ne peut être dû au hasard. Voici à quoi ressemblait ce signal. Quelle est la nature de ces impulsions ? Si l'on exclut la diffraction de la lumière par un astéroïde ou un satellite artificiel de la Terre, ainsi que les ondes gravitationnelles influençant cet astre, il ne reste qu'une seule option. Technosignature, soit des preuves possibles d'une intelligence extraterrestre. Contrairement aux biosignatures, représentées par certaines molécules, comme l'oxygène et d'autres biomarqueurs, les technosignatures témoignent de l'activité d'une civilisation intellectuellement avancée, suffisamment développée pour se manifester sous forme de structures physiques, de signaux électromagnétiques et d'autres technologies. HD 12051 a ainsi émis un tel signal, une impulsion laser potentiellement utilisable pour la communication interstellaire. Ce signal peut-il s'expliquer par des causes naturelles ? En aucun cas, puisque les interférences terrestres sont exclues, il ne reste que les processus stellaires qui pourraient potentiellement se produire sur l'astre lui-même. Mais cette option est peu probable, car de telles impulsions ne correspondent ni aux éruptions, ni aux pulsations qui obéissent à des lois complètement différentes. De plus, il est fort probable que la source enregistrée par l'équipement Search for Extraterrestrial Intelligence se trouve plus près de notre planète que l'étoile mentionnée. Jugez par vous-même, des astres de plus d'1 million de kilomètres de diamètre peuvent-ils vraiment moduler aussi vite ? Est-il possible d'inverser instantanément l'explosion d'une bombe à neutrons ? Les informations sur le signal optique étrange ont été publiées dans l'Acte d'astronautique. Pour l'année 2025 en cours, une étude plus approfondie de ce phénomène est prévue, pour laquelle plusieurs télescopes seront utilisés, dont les données seront ensuite synchronisées et analysé. Actuellement, le télescope Gaia confirme que HD 125D est une étoile ordinaire n'appartenant ni aux étoiles fugitives ni aux astres se déplaçant à des vitesses extrêmement élevées. Dans ce contexte, son comportement paraît encore plus étrange. Depuis le milieu du siècle dernier, le projet Search for Extraterrestrial Intelligence n'a-t-il vraiment détecté aucun signal suspecté d'origine extraterrestre ? Nous devons simplement nous contenter du fameux signal « Wow ». Justement, avant cela, 2 impulsions optiques avaient été enregistrées,
provenant d'autres étoiles dans différentes régions de l'espace, et elles étaient absolument identiques en termes de caractéristiques. Cela conduit aussi à certaines conclusions. En 2019, encore une fois, grâce au système optique, Laser Search for Extraterrestrial Intelligence, des pulsations de courte durée d'environ 0,2 secondes ont été enregistrées, pendant lesquelles la luminosité de l'étoile a diminué d'un quart. La nature du phénomène est également restée inexpliquée. Tout d'abord, le travail de l'équipement optique qui étudie ce phénomène, d'autant plus qu'il n'est pas unique, vise à exclure les causes terrestres ou proches de la Terre de l'apparition du signal. Qu'est-ce que cette étoile apparue ainsi, HD 217 014, aussi appelé 51. Pégase se trouve à 50 années-lumière de la Terre, tout comme l'objet précédent. Elle ressemble beaucoup au Soleil, mais elle est un peu plus massive et plus chaude. Près de cette étoile, on a découvert le 51 Pégase B, détecté en 1995 par Didier Queloz et Michel Mayor, ce qui leur a valu plus tard le prix Nobel. La planète appartient très probablement à la catégorie des Jupiters chauds et elle est située très près de son étoile parente. C'est pourquoi elle effectue une révolution autour de l'étoile en seulement 4 jours. Mais bien sûr, le transit de la planète n'a absolument aucun rapport avec l'impulsion dont nous parlons. C'est un objet bien trop insignifiant pour provoquer un tel effet. Connaissez-vous le proverbe « Dieu aime la Trinité » C'est le moment idéal pour s'en souvenir, car en mai 2023, une nouvelle impulsion étrange a été détectée provenant de l'étoile lointaine. C'est sans aucun doute une base digne d'étude, car il est impossible d'ignorer de tels signaux après leur détection à 3 reprises. Toujours ce même Richard Stanley, ex-employé de la National Aeronautics and Space Administration, dans le cadre du programme Search for Extraterrestrial Intelligence, Richard Stanley a enregistré une impulsion double identique, séparée par un intervalle de 0,4 secondes durant 0,2 secondes, c'est-à-dire que les caractéristiques du signal étaient à nouveau identiques. Le scientifique a effectué plus de 1500 heures d'observation, mais il n'a rien trouvé de semblable. Les impulsions se sont avérées uniques en leur genre. Même sans formation en astronomie, il est évident qu'il est impossible de régler la luminosité d'une étoile gigantesque d'1 million de diamètre à l'aide d'un variateur pour la rendre plus faible. C'est comme arrêter en 1 seconde une locomotive lancée à toute vitesse. Au fait, saviez-vous que les développeurs du projet Search for Extraterrestrial Intelligence savent plaisanter ? En mai 2023, la station interplanétaire ExoMars, qui se trouvait en orbite autour de la planète rouge, a transmis un signal contenant un message ressemblant à un message extraterrestre. L'Institut Search for Extraterrestrial Intelligence a lancé ce projet à but non lucratif, développé à Mountain View, Californie. Les observatoires terrestres ont capté ce signal et le travail s'est intensifié. Des dizaines de scientifiques, des professionnels aux amateurs, se sont attaqués à l'énigme. Et à la fin du mois d'octobre, les premiers résultats sont apparus. Après des dizaines de simulations informatiques et de calculs mathématiques, Ken et Kelly Chaffin, père et fille, ont déchiffré le faux message extraterrestre. Ils ont interprété l'énigme cosmique comme une allusion à 5 acides aminés impliqués dans la création de la vie. Voici leurs résultats. Sous-titre Dima Torzok. Quelle conclusion peut-on tirer de cette expérience ? Tout d'abord, le signal provenant de l'orbite de Mars est beaucoup plus fort, en raison de la distance relativement proche, que celui qui pourrait nous parvenir des profondeurs lointaines de l'espace. Même alors, plusieurs télescopes ont capté l'impulsion, mais un seul l'a identifié comme d'origine extraterrestre. Même si nous recevons un message de l'espace, rien ne garantit que nous pourrons l'interpréter correctement. Deuxièmement, le déchiffrage d'un tel signal peut prendre des années et cela ne garantit pas une compréhension totale. Il ne nous restera sans doute qu'à deviner qui voulait transmettre un message à l'humanité et son contenu. Outre les signaux optiques, quels autres signaux provenant de l'espace lointain l'humanité a-t-elle reçus récemment ? Les nouvelles concernent ASCAR J1000 8320911, un objet mystérieux et encore inexploré qui défie toutes les lois astrophysiques connues.
un corps céleste appartenant à la catégorie des transitoires de radio à longue période. La particularité est la suivante. Il émet non seulement dans la gamme radio, mais aussi dans les rayons X, ce qui est absolument inhabituel pour ce type d'objet. Les impulsions sont synchronisées, durent 120 secondes avec 44 minutes d'intervalle. Les données du LPT indiquent qu'il se trouve dans la Voie lactée, à 15 000 années-lumière de nous. Malheureusement, la région où il se trouve est très poussiéreuse et gazeuse, rendant les observations visuelles bien plus difficiles. C'est probablement un objet compact d'environ 20 km de diamètre, selon ses caractéristiques en rayons X. Quel télescope a découvert ce mystérieux objet céleste par son nom? C'était clairement Australian Square Kilometre Array Pathfinder, un observatoire radio en Australie occidentale. Environ un an après la découverte initiale, en février 2024, le télescope Chandra a aussi détecté des impulsions de rayons X dans cette zone du ciel. 2 organisations sérieuses se sont immédiatement attelées à l'étude, le Centre international de recherche en radioastronomie et l'Université Curtin. Les résultats du brainstorming ont été publiés dans la revue Nature, dans le numéro du 28 mai 2021. Quelles autres bizarreries Ascar G1000 832.0.911 présente-t-il? Il change fortement de luminosité. En décembre 2023 et durant l'hiver 2024, ce paramètre dans la gamme radio a dépassé celui de la plupart des étoiles observées de 10 000 fois. Après cette flambée, les émissions radio et X ont soudainement chuté de 3 ordres de grandeur. C'est un comportement incompréhensible et une instabilité étrange. C'est la première fois qu'on observe cela dans la Voie lactée. Selon les astronomes, à quoi avons-nous affaire ? Il est possible qu'une civilisation extraterrestre bien plus avancée que la nôtre nous envoie un signal ici aussi. Certains médias ont lié ces impulsions à des technosignatures, mais la majorité des scientifiques rejettent ces hypothèses. Alors, qu'est-ce que cet objet et pourquoi se comporte-t-il de manière aussi étrange ? Il existe plusieurs hypothèses à ce sujet. Il se peut que ce soit une étoile à neutrons très ancienne, car l'activité des magnétars ne dure pas plus de 10 à 50 000 ans, le puissant champ magnétique de l'objet a suggéré cette hypothèse aux astrophysiciens. Cependant, il y a une incohérence avec le temps. Il devrait justement s'affaiblir, mais en réalité, nous ne l'observons pas. De plus, les magnétars, tout comme les pulsars, émettent sur des périodes très courtes et sont beaucoup moins lumineux. La deuxième version, une naine blanche provenant d'un système binaire qui aurait été magnétisée par le second objet, par exemple une étoile naine. Mais là aussi, tout n'est pas simple. Le comportement d'ASCAP J18 321 911 n'est pas caractéristique des objets de tel système. Alors, peut-être s'agit-il de débris d'une supernova. La région où se trouve l'objet invite à de telles réflexions. Il reste donc une troisième hypothèse selon laquelle nous sommes confrontés à une toute nouvelle classe d'objets encore inconnus. Le problème, c'est que cela pourrait nécessiter une révision radicale des modèles cosmologiques et entraîner la création d'une nouvelle physique. Il ne faut pas non plus écarter l'origine extraterrestre de la pulsation. Les théories scientifiques, comme les hypothèses sur les technosignatures, ne sont pas prouvées. Elles ont donc toutes deux le même droit d'exister. Quoi qu'il en soit, la recherche de nos frères intelligents continue et ces méthodes se complexifient et deviennent plus variées. Au XXIe siècle, elles sont radicalement différentes du code Morse qui a été envoyé dans l'espace en 1962. Et à l'heure actuelle, ce signal s'est éloigné de la Terre de 60 années-lumière. Plus nous étudions l'univers en profondeur, moins nous comprenons ce qui se passe autour de nous. Avez-vous remarqué à quel point les théories sur lesquelles nous comptions comme sur un fondement inébranlable s'effondrent de façon spectaculaire? Cela ne nous surprend pas seulement, mais nous pousse aussi à réfléchir. Récemment, les télescopes explorent activement près de la Terre, mais à l'avant-garde, James Webb s'est installé avec assurance, doté d'une technologie ultramoderne et d'une motivation incroyable. Mis en orbite, il se trouve à 1,6 million de kilomètres de la Terre. En décembre 2021, l'appareil a révélé beaucoup de choses au monde. Par exemple, il a découvert le trou noir le plus ancien, âgé d'environ 13 milliards d'années et qui est plusieurs millions de fois plus massif que le Soleil.
Cette découverte a semé le trouble chez les scientifiques, remettant en cause notre compréhension de la formation de ces objets. Le deuxième défi lancé par James Webb à la communauté astronomique est la découverte de planètes errantes, considérées comme des étoiles avortées détectées par son télescope dans une nébuleuse lointaine. Ces géantes gazeuses, 10 fois plus massives que Jupiter, n'appartiennent actuellement à aucun système stellaire. Elles voguent simplement dans l'espace, sans destination connue. Comme des samouraïs n'ayant que la voix, on ignore d'où ces parias viennent et où ils vont. Pour l'instant, aucune réponse à ces questions. Mais la découverte décisive a été celle d'une galaxie née seulement 300 millions d'années après le Big Bang, ce qui est en principe impossible si l'on en croit les théories cosmologiques fondamentales. On pourrait penser qu'il s'agit d'une erreur, mais pas du tout. Après son lancement, le télescope infrarouge James Webb, équipé d'une technologie de pointe, a commencé à détecter activement des galaxies lointaines, mais cette fois-ci, il s'est surpassé. La galaxie JATES Z14-0 est actuellement la plus éloignée jamais découverte dans l'histoire de l'astronomie. Elle est apparue à l'échelle de l'univers dans les tout premiers instants après le Big Bang. Mais alors, pourquoi est-elle aussi mature, dotée d'une structure complexe et riche en étoiles ? Nous ignorons tout du passé de l'univers et nous nous sommes trompés avec des théories inventées. Clarifions encore un point, ce que les astronomes s'attendaient précisément à voir dans cette région, il est facile de répondre à cette question. Selon la théorie traditionnelle, les astronomes auraient dû observer les âges sombres, quand la période d'un univers chaud et homogène s'est achevée et qu'a débuté une longue phase de matière noire froide. Mais au lieu de cela, James Webb a découvert non seulement des étoiles individuelles déjà formées, mais aussi des galaxies entières, avec en plus des trous noirs en leur centre. Donc, on annule la théorie du Big Bang, on la couvre de honte. Ce n'est pas si simple à faire. Son existence est confirmée par de nombreuses observations précises et explique la composition chimique de l'univers. Ainsi, si la théorie évolue, ce sera sur des détails, car aucune alternative au Big Bang n'existe ni n'est prévue actuellement. Que faire de la galaxie découverte et comment interpréter sa détection ? James Webb l'a détectée à l'aide d'un spectrographe et il s'est avéré que l'objet est beaucoup plus lumineux et massif que ce à quoi on s'attendait à trouver ici. Malheureusement, il n'a pas été possible de déterminer la taille de la galaxie, mais ses paramètres de luminosité sont extrêmement élevés. L'analyse spectroscopique a aussi montré des émissions sporadiques d'hydrogène et d'oxygène ionisés. Les scientifiques vont-ils tenter d'expliquer ces paradoxes ? En ce qui concerne les anciens trous noirs, il existe déjà des explications. Certains astronomes pensent que les vieux trous noirs, qu'ils appellent primordiaux, contrairement aux secondaires, sont apparus pour ainsi dire par défaut. En somme, certaines régions de l'univers ne se sont pas étendues avec le reste de l'espace. Localement, la matière y est restée super dense et figée. Les astronomes décrivent ainsi l'état des trous noirs primordiaux et leur apparition quasi immédiate après le Big Bang. Mathématiquement, personne n'a confirmé cette hypothèse, mais des discussions dans ce sens ont lieu. Quel autre signe a attiré l'attention des astronomes sur l'ancienne galaxie JATES Z14-0 ? Les recherches ont montré qu'elle est assez peu dense. On peut en conclure que la galaxie n'a probablement pas de noyau actif et que sa luminosité s'explique par la présence d'un grand nombre d'étoiles. Autrement dit, cet objet peut être considéré comme un bon candidat pour étudier le processus de formation rapide des galaxies par explosion. D'ailleurs, c'est aussi l'oxygène qui a révélé la maturité de l'amas. Au tout début de la formation de l'univers, il n'y avait que des molécules légères dans l'espace et l'oxygène n'en faisait pas partie. Mais dans cette galaxie, James Webb a détecté cet élément. Découvrir un tel élément inattendu dans ce coin reculé de l'univers revient à s'attendre à voir des enfants en maternelle, mais tomber sur tout le corps professoral de philosophie. Mais malgré les avantages évidents, après la mise en orbite de James Webb, on observe souvent des critiques à l'égard de ce projet. Certains astronomes estiment qu'une somme d'argent aussi énorme aurait pu être dépensée de manière plus judicieuse et utilisée de façon plus constructive. La création du télescope et le lancement de la mission ont coûté 10 milliards de dollars hors exploitation. Beaucoup sont convaincus que le projet sert en réalité à d'autres objectifs, dissimulant de véritables recherches liées aux technologies militaires, un petit salut de la part des conspirationnistes.
Les spécialistes du Massachusetts Institute of Technology sont plus précis dans leurs déclarations. Ils affirment que pour la recherche d'exoplanètes, James Webb est très peu adapté et que tout ce qu'il est capable de faire, ce sont de belles photos. La critique vise le modèle d'analyse des données du logiciel du télescope. Les astronomes pensent qu'il doit être profondément modifié pour des résultats plus précis. Quoi qu'il en soit, les recherches du télescope orbital sont importantes. Cette année-là, l'observatoire a capturé la collision de deux galaxies, un événement qui s'est produit dans la constellation du Petit Lion, située à 465 millions d'années-lumière du Soleil. La détection a utilisé l'infrarouge proche et moyen. Comment les scientifiques ont-ils compris qu'il y avait eu collision ? Premièrement, les deux galaxies sont reliées par une queue de marée stellaire et gazeuse distincte, et l'un des amas a des bras spiraux très déformés. Après des centaines de millions d'années, elles fusionneront comme la Voie lactée et Andromède qui formeront un jour la galaxie Lactomède. Enfin, évoquons une autre découverte de James Webb. À 13 milliards d'années-lumière de nous se trouve la galaxie Rubius UDS Quasar gravitationnel Z7 et elle était morte, cet objet est mort jeune. Les galaxies peuvent s'éteindre aussitôt, pratiquement juste après leur naissance. Officiellement, elle a été appelée une galaxie massive au repos. La notion de mort de tels amas implique un ralentissement, voire un arrêt complet de la formation d'étoiles, ce qui stoppe le développement de cet objet et contribue à son extinction progressive. Dans Rubius UDS Quasar gravitationnel Z7, la masse totale des étoiles atteint environ 15 milliards de soleils principalement constitués de petites étoiles anciennes à lueur rouge. Dans les oculaires de James Webb, de tels objets apparaissent comme des points rouges vifs autour de la Voie lactée. Il y a beaucoup de galaxies mortes, mais cela n'étonne pas les scientifiques, car ces objets ont eu beaucoup de temps pour s'éteindre. Mais des amas d'étoiles aussi anciens n'ont ni ce droit, ni cette possibilité. Car rien que pour qu'une seule étoile apparaisse, il faut des millions d'années, sans parler de la formation de galaxies entières. De plus, Rubius UDS Quasar gravitationnel Z7 a cessé de former des étoiles 100 millions d'années avant que James Webb ne commence à l'observer. Qu'ont conclu les astrophysiciens ? Aucun résultat précis pour le moment. La seule chose, c'est que les spécialistes ont calculé statistiquement que de telles galaxies ne se rencontrent pas plus d'une fois sur 1 million dans l'univers. Alors, en fin de compte, James Webb est-il utile pour la science ou sert-il de couverture à certaines recherches occultes ? À l'heure actuelle, le télescope orbital fait preuve d'une efficacité sans précédent, ouvrant de nouveaux horizons scientifiques et obligeant les chercheurs à revoir les anciennes théories et à en développer de plus pertinentes. C'est certes fastidieux, mais cela s'avère très productif pour faire avancer le progrès. Les objectifs futurs du télescope sont ambitieux et vastes. Décrire l'ère de la rayonisation qui a suivi les âges sombres, découvrir un maximum d'exoplanètes froides à température similaire à la Terre et rechercher aussi des mondes aquatiques similaires à Europe ou Encelade. Il y a de nombreux projets et ils ne seront pas mis en œuvre avant très longtemps, parce que le début officiel des travaux scientifiques de l'observatoire a eu lieu relativement récemment, le 12 juillet 2022. Ne soyons pas critiques, réjouissons-nous simplement dans l'attente de nouvelles découvertes. Il n'y a pas si longtemps, la communauté scientifique, tout comme les gens ordinaires, croyait qu'il régnait un silence absolu dans l'espace interstellaire, qu'on n'y entendrait aucun son. Mais au cours des dernières missions spatiales, il s'est avéré que ce n'était pas du tout le cas. Écoutez simplement les sons que la sonde Voyager 1 a enregistrés dans l'espace. Comment cela a-t-il pu apparaître là où aucun signe de vie n'a été détecté ? Voici quelques-unes des découvertes réalisées lors de la mission Voyager. Avant cela, Voyager 2 avait découvert des informations qui ont obligé les scientifiques à revoir les données établies sur la densité de l'espace interstellaire. Les circonstances ont fait que nous avons pu l'apprendre précisément maintenant. Que sont exactement Voyager 1 et Voyager 2 ? En quoi diffèrent-ils ? Et lequel des deux s'est révélé le plus utile pour la science mondiale ?
La mission initiale de ces sondes spatiales était d'étudier les 4 plus grandes planètes de notre système, à savoir Neptune, Uranus, Saturne et Jupiter. Selon les scientifiques de la National Aeronautics and Space Administration, dans la seconde moitié du XXe siècle, ces corps célestes devaient se trouver dans une position telle que la gravité contribuerait à augmenter la vitesse de voyager. S'ils avaient été lancés soit trop tôt, soit trop tard, la mission aurait pu être considérée comme un échec. Il était essentiel de saisir ce moment, car les planètes ne seraient alignées qu'après 176 ans. En cas d'échec, nous n'aurions ni les sons de l'espace, ni les photos uniques des géantes. Quelles étaient donc les différences entre les deux sondes ? En termes de caractéristiques, ils sont absolument identiques. Une longueur de 2,5 mètres, un poids de près de 800 kg, 16 moteurs à réaction, un dispositif de stockage d'informations de 67 mégaoctets. Vous vous demandez sûrement, puisque voyager ne diffère pratiquement pas l'un de l'autre, pourquoi leur efficacité varie-t-elle autant ? La mission a commencé au Cap Canaveral, en Floride, à l'été 1977, lorsque les scientifiques ont lancé Voyager 2 dans l'espace. Son frère jumeau a été envoyé 16 jours après. Depuis lors, les deux engins explorent l'espace, et la différence dans le temps de lancement a placé Voyager 1 et Voyager 2 dans des conditions différentes. Comment les deux engins ont-ils fonctionné dans l'espace ? Bien que Voyager 2 ait passé plus de temps dans l'espace que Voyager 1, c'est ce dernier qui a eu le plus d'avantages au début. Tout cela parce que l'appareil a effectué des manœuvres gravitationnelles, ce qui lui a permis d'atteindre Jupiter plusieurs mois avant son frère jumeau au printemps 1979. Voyager 1 a ajouté à son palmarès des données sur 2 satellites inconnus de Jupiter et des photos d'activité volcanique sur un autre satellite de la planète géante Voyager 2. Voyager 2 n'est pas resté inactif, tentant de rattraper l'autre appareil. Cela a porté ses fruits, car bientôt sont apparues des données sur le nouveau satellite de Jupiter, Adrasté, ainsi que les premières images des anneaux de la planète concernant ce satellite. Il se trouve dans l'un des anneaux de Jupiter et il est impossible de l'observer depuis la Terre. Si ce n'était pas pour Voyager 2, nous n'aurions peut-être jamais appris l'existence d'Adrasté. Qu'en était-il avec Voyager 1 ? Au début des années 80, il a présenté une image de Saturne ainsi que des données sur ses nouveaux satellites Pandore, Atlas et Prométhée. Dès que les informations ont été traitées sur Terre, Voyager 1 a changé de trajectoire et s'est dirigé vers les confins de notre système solaire. 9 mois plus tard, Voyager 2 a également atteint Saturne et a pris des photos de la planète. L'appareil a ensuite atteint Uranus, pris des photos et recueilli des données sur sa température. Ainsi, nous avons appris qu'Uranus peut être considéré comme la planète ayant les températures les plus basses du système solaire, à savoir près de 60 Kelvin, soit moins 204 degrés Celsius. Voyager 2 ne s'est pas arrêté là et, 3 ans plus tard, il a photographié Neptune, enregistrant une activité orageuse dans la partie sud. L'appareil a obtenu le statut de seul engin ayant pu explorer 4 planètes de notre système. En cela, Voyager 2 a surpassé son frère jumeau. Après avoir exploré Neptune, il a interrompu le fonctionnement de ses dispositifs d'enregistrement et s'est dirigé vers l'étude de l'espace interstellaire. Revenons à Voyager. Il devait aussi arrêter ses dispositifs d'enregistrement, mais avant, alors qu'il était à 6 milliards de kilomètres du Soleil. Le 14 février 1990, il a pris une photo du système solaire, connue sous le nom de portrait de famille. Et l'une des photos les plus populaires et incroyables a été appelée le point bleu pâle, sur laquelle est représentée notre planète, la Terre. Ainsi, les deux Voyager ont quitté le système solaire. Qu'est-ce qui les attendait au-delà de ces frontières ? Voyager 1 a battu un nouveau record en devenant l'engin construit par l'homme le plus éloigné de la Terre. À cela s'ajoute une vitesse record de 17 km par seconde. Avec de telles performances, Voyager 1 a traversé la zone des vents solaires et s'est retrouvé directement dans l'espace interstellaire. Quant à Voyager 2 en 2012, il a obtenu le titre de la sonde ayant passé le plus de temps en mission spatiale depuis 1977.
En 2018, les choses sont devenues vraiment intéressantes. Dès que Voyager 2 s'est retrouvé dans l'espace interstellaire, il a immédiatement détecté quelque chose d'incompréhensible. Depuis l'école, on nous disait que l'espace était absolument silencieux, qu'il s'agissait d'une zone de vide, mais il s'est avéré que ce n'était pas le cas. En fait, la densité du vent solaire est d'environ 10 particules par centimètre cube, mais lorsqu'on franchit la limite du système solaire, la densité atteint déjà 2000 électrons. Quand Voyager 2 était déjà à près de 19 milliards de kilomètres du Soleil, les capteurs ont détecté une densité portée à 0,12 électrons. Actuellement, les scientifiques ne peuvent pas encore identifier les causes exactes de ce phénomène, mais de nouvelles données pourraient bientôt changer la situation. Accordons encore un peu d'attention à Voyager 1, d'autant plus que ces découvertes ne sont pas moins intéressantes. Écoutez ce son. C'est ainsi que se produit la vibration du plasma, qui est le plus souvent rencontré dans l'espace et qui fait partie de la composition des étoiles. Un tel plasma apparaît lorsque le plasma du Soleil entre en collision avec l'espace interstellaire. Il n'y a rien d'extraordinaire à cela. Il y a 4 ans, en 2017, Voyager 1 a capté un signal faible et continu de 3 kHz dans l'espace. Il a duré environ 3 ans. Pendant tout ce temps, Voyager 1 s'éloignait, augmentant la distance, mais la fréquence du signal restait la même. Cela fait déjà 44 ans que Voyager a commencé sa mission spatiale, et que va-t-il se passer ensuite? Les appareils ne pourront plus revenir sur Terre. Dans 40 ans, Voyager 1 passera tout près de l'étoile 245 qui se trouve dans la constellation de la Girafe, et il continuera de voyager à travers la Voie lactée. Son frère jumeau, en plus de croiser un amas de comètes près du système solaire, passera, après le même laps de temps, non loin de la constellation d'Andromède et de l'étoile ROS 248, puis il se dirigera vers Sirius et le Grand Chien. Il est triste de savoir que nous ne le verrons jamais nous-mêmes. Lorsque les réserves de carburant de Voyager seront épuisées, ils pourront toujours voyager à travers l'univers, mais ils ne seront plus en mesure de transmettre des données vers la Terre. À partir de 2034, nous ne pourrons plus rien apprendre sur Voyager 2 et à partir de 2040 sur Voyager 1. Voilà pour l'histoire. Alors, lequel de ces engins a été le plus réussi ? On ne peut pas dire que Voyager 1 ou Voyager 2 soit meilleur, chacun s'est révélé utile à sa manière. Par exemple, Voyager 1 était le plus rapide, tandis que Voyager 2 était le plus travailleur. Quelle mission avez-vous préférée entre ces deux engins ? Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passe là où aucun homme n'a encore mis les pieds, disons, sur une autre planète ? Prenons Jupiter, la plus grande planète et le géant gazeux du système solaire, plutôt qu'une Mars déjà largement discutée. Embarquons donc à bord de notre vaisseau spatial imaginaire et partons vers cette planète étonnante. Un véritable voyage durerait environ 5 ans, mais nous découvrirons les secrets de Jupiter en seulement quelques secondes. Mais avant de commencer, répondez à une question. À votre avis, pourquoi cette planète est-elle appelée une géante gazeuse ? C'est simple, sur Jupiter, vous ne pourrez pas marcher à sa surface comme sur les autres planètes du système solaire. En fait, son atmosphère est composée uniquement d'hélium et d'hydrogène, c'est-à-dire que l'enveloppe de Jupiter n'est pas solide, comme celle de la Terre par exemple, et elle ressemble plutôt à un nuage. Mais c'est génial!
On pourra facilement traverser Jupiter en fusée. Vous penserez sûrement que c'est logique, mais en réalité, ce n'est pas le cas. Et maintenant, revenons à notre voyage à grande vitesse vers la planète gazeuse. Vous voilà à bord d'un vaisseau spatial ultra moderne, impressionné par l'immensité de Jupiter. D'ailleurs, si Jupiter n'était pas une planète, mais simplement une boîte de forme ronde, il pourrait facilement contenir plus de 1000 terres. Ce n'est pas la seule chose qui nous stupéfie. Regardez de plus près la surface de ce géant, vous avez sûrement remarqué cette énorme ovale. Ce sont de puissants tourbillons qui se distinguent par leur couleur blanc éclatant. Mais ce n'est pas tout. Regardez cette célèbre tache rouge qui mesure environ 12 à 14 000 km de large. C'est un ouragan puissant considéré comme le plus fort du système solaire. Bien sûr, nous allons essayer de l'éviter. Et maintenant, nous atteignons l'atmosphère de Jupiter, le vaisseau spatial est secoué car nous voyageons à des vitesses très élevées. Nous ne sommes encore que dans les couches supérieures, mais la chaleur est déjà insupportable. La température dépasse les 700 degrés Celsius, mais imaginons que notre vaisseau soit très avancé technologiquement et entièrement protégé contre les hautes températures, alors nous continuons notre route. Ce n'est pas le seul problème auquel nous allons être confrontés. La vitesse de rotation de Jupiter autour de son axe est très élevée. En kilomètres par heure, c'est pourquoi une journée ici dure 2 fois moins longtemps que sur Terre. Même les ouragans les plus puissants ne se déplacent pas aussi vite sur Terre. Une chaleur soudaine et intense est suivie d'un froid, avec une chute brutale de la température jusqu'à 73 degrés, tandis que la pression atmosphérique augmente en même temps. C'est avec de telles aventures que nous avons complètement traversé les couches supérieures de l'atmosphère de Jupiter, sa stratosphère. Ensuite, plus nous allons nous enfoncer, plus la température, la vitesse du vent et la pression atmosphérique vont augmenter. Maintenant, regardez autour de vous, vous voyez des éclairs d'une taille incroyable et des couches épaisses de nuages composés d'ammoniac. Vous vous demandez ce qui va se passer ensuite ? Nous devons le découvrir rapidement, mais attendez, nous ne pouvons pas le faire. Vous vous demandez sûrement pourquoi les scientifiques ignorent encore ce qui se cache sous les nuages d'ammoniac. 1162 km reste la distance maximale atteinte par les sondes spatiales. Elles ne pouvaient pas aller plus loin car la pression croissante les faisait tomber en panne, puis elles étaient complètement détruites. L'une de ces sondes s'appelait Galileo. Il a tenu près d'1 heure dans des conditions difficiles sur Jupiter, ce qui était déjà un exploit. Et notre vaisseau spatial imaginaire? Imaginons que la technologie ait beaucoup progressé ces dernières années et que désormais notre vaisseau n'ait plus rien à craindre d'une pression aussi élevée. Et donc, malgré toutes les difficultés, nous continuons notre voyage. Nous avons déjà parcouru 5000 km et si nous voulons revenir en arrière, cela posera problème. Notre vaisseau s'approche de l'un des objets les plus mystérieux du système solaire, le noyau de Jupiter. Ici, les températures atteignent des chiffres incroyables. 4013 degrés. Nous ne survivrions certainement pas dans de telles conditions, mais comme nous nous en souvenons, notre vaisseau spatial est très avancé technologiquement, ce qui signifie qu'il devrait résister même à de telles températures. Nous ne pouvons pratiquement rien voir, nous devons nous fier uniquement à nos sensations. Désormais, tous les moyens de communication avec la Terre sont hors service, nous ne pouvons plus envoyer de signaux. Mais notre vaisseau spatial continue tout de même sa route, vers un endroit où, en réalité, il est peu probable que se trouvent d'autres engins spatiaux. Malgré la mauvaise visibilité, nous remarquons un immense océan dans lequel bouillonne une substance étrange. Situé à 19 500 km de profondeur, il constitue l'une des couches de Jupiter. Même les meilleurs chercheurs du monde ne peuvent pas expliquer comment tout est organisé ici. Près du noyau, la température est à même plus élevée que celle du Soleil et la pression atmosphérique est 2 millions de fois supérieure à celle de la Terre. Ces conditions difficiles font que l'hydrogène de l'atmosphère de Jupiter change ses caractéristiques. De l'hydrogène métallique se forme car la distance entre les molécules devient minimale. Dans son état normal, l'hydrogène est l'élément le plus léger de tous. Après ces métamorphoses, sur Jupiter, il commence à présenter des propriétés métalliques. Il ne sera pas possible d'examiner de plus près ce qu'est cet océan.
car l'hydrogène métallique peut réfléchir plus de 90% de la lumière. Même si vous utilisez des sources de lumière, vous ne verrez quand même rien à cause de l'incroyable capacité de réflexion de cette forme d'hydrogène. Et qu'arrive-t-il à notre vaisseau spatial ? Il semble être coincé au même endroit et ne peut pas avancer. La gravité et la force de poussée provenant de l'hydrogène métallique sont entrées en collision. C'est pourquoi, de l'extérieur, il semble que l'objet spatial avance, mais en même temps, il est repoussé en arrière. Pendant un certain temps, notre vaisseau peut encore avancer un peu, mais ensuite, il ne lui reste plus qu'à dériver librement. En fait, au centre de la planète géante, c'est un obstacle sérieux. Mais qu'y a-t-il derrière ? Le noyau d'une planète gazeuse. Il n'y a toujours pas d'avis unanime sur ses caractéristiques et sa structure. Les scientifiques avancent différentes hypothèses. Certains affirment qu'il s'agit d'un corps en fusion à très haute température, d'autres pensent au contraire que c'est un objet solide, dont la taille dépasse largement celle de notre planète. Ce noyau présente un relief rocheux entouré d'hydrogène métallique dense, lui-même surmonté d'hydrogène ordinaire. On ne connaît pas les propriétés d'un tel noyau, mais selon les scientifiques, sa température atteindrait probablement 35 000 degrés. Imaginez à cette température, tout fondrait instantanément. Comme vous pouvez l'imaginer, notre vaisseau spatial ne pourrait pas traverser Jupiter. De nombreux obstacles nous attendraient, allant de l'hydrogène métallique jusqu'au noyau de la planète. N'oubliez pas non plus les variations de pression et de température qui vous accompagneraient tout au long de ce voyage. Ah oui, nous avons failli oublier de mentionner les radiations et la grande tache rouge. Tout cela constitue un véritable chemin de la mort qu'il est tout simplement impossible de franchir pour le moment. Il vaut mieux que Jupiter soit exploré par des sondes spatiales plutôt que par des humains. Il y a eu quelques progrès dans ce domaine. En 2016, la sonde Juno travaille à l'étude de la planète. Elle a déjà pris des photos de la plus belle aurore polaire, qui est la plus grande de tout le système solaire, et a enregistré les sons de l'onde de choc. Quoi qu'il en soit, Jupiter garde encore beaucoup de secrets et ne compte pas les révéler pour l'instant. Et vous, pensez-vous que la technologie pourra un jour se développer au point de permettre d'étudier complètement cette planète ?